Louis XVI, roi de France et de Navarre. L'appel à la nation partie 7. Bienvenue pour la suite de l'appel à la nation de Louis XVI. Alors bonsoir à tous et bienvenue pour la 7e partie de l'appel à la nation de Louis XVI dans le Salon Histoire de France. Nous en étions au 24e chef d'accusation. Nous allons maintenant commencer au 25e chef dans la poursuite de l'acte d'accusation globale à l'encontre du roi et du droit de réponse du roi par rapport aux questions qu'on lui posait par rapport à l'acte d'accusation. 25e chef. L'intérieur de l'État était habité par des fanatiques. Vous êtes déclaré le protecteur en manifestant l'intention évidente de recouvrer par eux votre ancienne puissance. Le corps législatif avait rendu le 29 novembre un décret contre les prêtres factieux. Vous en avez suspendu l'exécution. Les troubles s'étant accrus. Le ministre déclara qu'il ne connaissait dans les lois existantes aucun moyen d'atteindre les coupables. Le corps législatif rendit un autre décret, vous en suspendîtes encore l'exécution. Réponse du roi. Encore des mots, des présomptions et points de preuve. J'ai refusé la sanction d'un décret injuste et tyrannique parce que je n'étais ni tyran ni despote. Si quelques prêtres étaient perturbateurs, encore une fois, il existait, comme j'ai déjà dit, des lois, des tribunaux et des juges, mais je ne pouvais sanctionner un décret qui substituait la rage à la loi et l'arbitraire à la justice. Les journées du 2 au 9 septembre constatent les vues de ce décret et mon refus de le sanctionner démontre ma prévoyance. D'ailleurs, si j'ai suspendu le premier et le second décret, j'en avais les droits par la Constitution. Si l'on punissait les prêtres factieux, il fallait comprendre en même temps tous les factieux et les envelopper dans un même décret. Alors, je l'eus sanctionné sans résistance. 26e chef. L'incivisme de la garde que la Constitution vous avait donnée en avait nécessité le licenciement. Le lendemain, vous lui avez écrit une lettre de satisfaction, vous avez continué à la solder. Réponse du roi. L'incivisme était un prétexte pour pouvoir licencier ma garde. La promesse de la recréer, insérée au même décret, était un leurre. Le projet de l'Assemblée était de m'isoler, pour me livrer plus facilement à la merci des brigands. C'est dans cette vue que l'on voulut éloigner les Suisses. C'est encore dans cette vue qu'on licencia l'état-major de la garde nationale parisienne, afin qu'elle ne pût être commandée par personne et qu'on pût la diriger à volonté. Enfin, c'est dans la même vue que l'on dispensa les citoyens de porter l'habit uniforme dans l'exercice de leur service, afin que l'on ne pût pas distinguer les gardes nationaux des brigands, que l'on voulait faire marcher avec eux, et afin d'empêcher par là les premiers de tirer sur les autres en cas d'insurrection. Et c'est de cette même manière qu'avaient été préparées les journées des 20 juin et 10 août. Quant à moi, je n'avais qu'à me louer de la garde que m'avaient envoyée les départements. J'ai dû lui en marquer ma satisfaction et lui continuer sa paye jusqu'à sa nouvelle organisation, et je l'ai fait. C'était un acte de justice de ma part que l'Assemblée législative aurait dû prendre pour exemple. 27e chef. Vous avez retenu auprès de vous les gardes suisses. La Constitution vous le défendait et l'Assemblée législative en avait expressément ordonné le départ. Réponse du roi. Le fait est inexact. Le départ des Suisses, d'après leur réclamation, avait été suspendu. Je me suis exactement conformé au décret. 28e chef. Vous avez eu dans Paris des compagnies particulières chargées d'y opérer des mouvements utiles à vos projets de contre-révolution. D'Angremont et Gilles étaient salariés par la liste civile. Les quittances de Gilles, chargé de l'organisation d'une compagnie de 60 hommes, vous seront présentées. Réponse du roi. Accusateur impudent. Vous marchez constamment sur la même ligne, toujours des mots, des assertions, jamais de preuves. Où sont ces compagnies? Où sont leurs chefs? De qui tiennent-ils leurs ordres? Par qui sont-ils payés? De quel ordre l'ont-ils été? Voilà ce qu'il fallait prouver, et ce que vous n'avez fait ni ne ferez. Rien que ma signature seule ne peut légitimer votre accusation. Produisez-la, sinon vous n'êtes que des calomniateurs effrénés. 29e chef.
Vous avez voulu, par des sommes considérables, subordonner plusieurs membres des assemblées constituantes et législatives, des lettres de Dufresne, Saint-Léon et plusieurs autres qui vous seront présentées établissent ce fait. Quels sont les membres de l'Assemblée constituante et législative que vous avez corrompus? Quelles sont les personnes qui vous ont présenté des projets? Quels sont ceux à qui vous avez promis de l'argent? Réponse du roi. Quoi? Vous m'accusez d'avoir voulu corrompre des députés qui, comme chacun sait, étaient incorruptibles, et vous me demandez qui elles sont. Vous m'accusez d'avoir reçu des projets contre-révolutionnaires, et vous me demandez de qui, vil accusateur. Je vous y prends encore. Si vous êtes sûr de l'accusation que vous avez portée, vous devez en avoir les preuves et ne pas me les demander. Si vous les connaissez par ceux que vous compromettez dans cette accusation, vous êtes à coup sûr des imposteurs. Et je tranche hardiment sur le tout en niant simplement les faits dont on m'accuse. 30e chef. Vous avez laissé avilir la nation française en Allemagne, en Italie, en Espagne, puisque vous n'avez rien fait pour exiger la réparation des mauvais traitements que les Français ont éprouvés dans ces pays. Réponse du roi. La plupart des Français qui ont été maltraités chez l'étranger ne l'ont été que lorsqu'ils y ont voulu porter le désordre et la désorganisation, chaque souverain ayant chez lui le droit de police et qu'il a pu l'exercer contre les perturbateurs. Ce n'était point une insulte de nation à nation, mais lorsqu'il a été commis des infractions au traité, j'en ai demandé le redressement. La correspondance diplomatique en fait foi, et la déclaration de guerre en complète la preuve. 31e chef. Vous avez fait le 10 août la revue des Suisses à 5 heures du matin. Et les Suisses ont tiré les premiers sur les citoyens. Pourquoi avez-vous fait doubler la garde des Suisses dans les premiers jours d'août? Pourquoi dans la nuit du 9 au 10 août, vous avez fait mander le maire de Paris? Vous avez fait couler le sang des Français. Réponse du roi. Ce chef d'accusation sur lequel on a bâti tout l'édifice de mon procès est précisément celui sur lequel on m'a le moins questionné. Parce qu'en effet, la matière était trop délicate et qu'on avait moins envie de me ménager que de crainte de se compromettre. J'ai dit que j'avais effectivement été le 10 août, voir toutes les troupes qui étaient rassemblées chez moi, que les autorités constituées, le département, le maire de Paris, y étaient, et que j'avais même fait demander à l'Assemblée une députation de ses membres pour me conseiller sur ce que je devais faire, et que d'après le refus de l'Assemblée, je m'étais rendu moi-même dans son sein avec ma famille. Cette conduite était-elle, pouvait-elle être suspecte? A-t-on usé envers moi de la même loyauté? Certes, il s'en faut de beaucoup que les Suisses aient tiré ou non. Le fait m'était absolument étranger, puisque alors j'étais à l'Assemblée. J'avais doublé depuis quelques jours ma garde suisse parce que j'avais bien été prévenu de l'insurrection qui se préparait et qui menaçait la sûreté de mes jours. Les autorités constituées étaient instruites des mesures de prévoyance que j'avais cru devoir rendre. Je ne trompais personne. Le château des Tuileries étant menacé, je devais, comme autorité constituée, me défendre moi-même et tâcher de prévenir le complément des crimes que l'on méditait. J'avais par la même raison mandé dans la nuit du 9 au 10 août le maire de Paris parce que, disposant seul de la police et de la force armée, il était de son devoir de prévenir et d'arrêter l'insurrection. Il le devait à plus d'un égard et mon seul tort a été de ne l'avoir pas consigné près de moi. Enfin, on m'a inculpé, moi, attaqué, assailli, d'avoir fait répandre le sang. J'ai répondu que ce n'était pas moi, mais on n'a pas insisté sur cet interrogat. Autrement, juste nommer mes accusateurs, même en effet ai-je été chercher les brigands qui sont venus m'assaillir? De quel droit venaient-ils attaquer leur roi? Par où, comment les avais-je provoqués? Mais toute réflexion à cet égard sont superflues. Mes accusateurs, mes juges, savent mieux que moi quels ont été les auteurs, instigateurs, coupables et complices des crimes du 10 août. Quant à moi, j'en suis suffisamment instruit et j'en donnerai la preuve dans la discussion du fond de l'accusation dirigée contre moi. 32e chef. N'avez-vous pas autorisé Septeuil à entreprendre un commerce en grains, sucre et café à Hambourg et dans d'autres villes? Réponse. Je ne sais quelle idée mes accusateurs se sont faites de ma manière d'être et de penser, mais au moins aurait-il dû croire que mon respect pour la dignité royale dont j'étais revêtu me suffisait pour ne la point avilir
par des spéculations d'intérêts indignes d'un souverain. D'ailleurs, Septeuil lui-même a déclaré que les spéculations qui me sont imputées lui étaient personnelles et qu'on avait dû trouver dans ses papiers le registre particulier concernant l'emploi de mes fonds. Mais tout est bon pour mes accusateurs, pourvu qu'ils calomnient. 33e chef. Pourquoi avez-vous mis votre veto sur le décret concernant la formation d'un camp sous Paris? Réponse du roi. J'ai refusé la sanction de ce décret parce que j'en avais le droit, et j'ai usé de ce droit parce que j'étais, comme je l'ai dit, instruit des projets de la faction. À la suite de ce dégoûtant interrogatoire, où l'on n'aperçoit que le désir et l'empressement de trouver un coupable, on a mis sous mes yeux un tas de papiers disparates que je n'ai pu reconnaître parce qu'ils n'étaient ni de moi ni pour moi. Papiers même de l'authenticité desquels il m'est impossible de m'assurer, parce qu'ils sont presque tous l'ouvrage des infortunés victimes des prisons d'Orléans, dont on a provoqué l'exécution avant le jugement, de peur que leurs témoignages ou leurs déclarations ne mise dans leur vrai jour la scélératesse de mes accusateurs et des factieux, et ne me fournissent des moyens victorieux de défense. Pendant la représentation de ces papiers, il m'a encore été fait l'interrogat suivant. Avez-vous fait construire dans une des murailles du château des Tuileries une armoire fermée portée de fer, et y avez-vous enfermé des papiers? J'ai répondu que j'en avais nulle connaissance, mais je dois ajouter quelques observations à cette réponse trop succincte. Il est bien étonnant, bien extraordinaire que dans le nombre des papiers qu'on me représente, je n'en reconnaisse aucun de ceux qui existaient et ont dû se trouver dans mon cabinet, dans mes secrétaires et dans mes portefeuilles. Il est encore plus étonnant qu'il ne s'y rencontre aucun de mes écrits personnels. Enfin, il est incroyable qu'on ne m'ait pas surtout représenté le procès-verbal des papiers trouvés chez moi. Quels qu'ils fussent, ils feraient preuve, soit à charge, soit à décharge. D'où résulte la conséquence bien naturelle que dans mes papiers personnels, il ne s'est rien trouvé qui pût m'inculper. Quant à la prétendue armoire trouvée aux Tuileries, ou elle n'existe pas, ou elle a été faite après coup. Depuis le 10 août, en effet, comment sur la déclaration d'un ouvrier a-t-on pu, sans précaution et sans formalité rigoureuse, ouvrir cette armoire? Comment n'a-t-on pas constaté légalement ce qu'elle renfermait? Comment n'a-t-on pas interrogé cet ouvrier dont les formes pour savoir de quel ordre il a fait cette armoire, par quelle main il a reçu le prix de son travail, et pour parvenir enfin à découvrir si cette armoire avait été commandée par moi ou pour moi? Ce qui, dans la circonstance, doit paraître le plus suspect, c'est que si cette armoire existait de mon temps, s'il avait été faite par mon ordre, elle n'eût été destinée à serrer que des choses très secrètes, ou à garantir des choses importantes à l'État, soit de l'invasion des brigands, soit des ravages d'un incendie. Mais au lieu de tout cela, que trouve-t-on, ou que suppose-t-on avoir trouvé des états de mes charités particulières, des états des compagnies de mes gardes du corps, pièces qui devaient avoir été trouvées chez le trésorier de ma maison et quantité d'autres paperasses qui ne signifient rien et que je ne connais pas. Quoi qu'il en soit, il résulte de tout ceci, quant à moi, la preuve d'une manœuvre que je ne puis attribuer qu'au ministre de l'Intérieur et dont je ne puis concevoir l'objet, à moins que ce ne soit la vengeance du renvoi de son ministère. Maintenant, Français, vous venez de voir quels griefs me sont imputés, quelle est la base de l'incroyable procès que l'on me suscite, quels sont les faits d'après lesquels on a tâché de me peindre à vos yeux comme le dernier des tyrans et des despotes. Or, c'est à vous-même, à vous, mes seuls, mes véritables juges, que je demande si aucun de ces faits porte seulement le caractère de vraisemblance, et si même en admettant qu'ils fussent vrais, vous pourriez en induire un motif d'accusation, de jugement et de condamnation contre moi. Observez même que mes accusateurs vont jusqu'à me faire un crime de fait qui, s'il était vrai, ne pourrait tout au plus s'imputer qu'à l'erreur ou à la faiblesse humaine. Et plus à Dieu qu'on ne put pas leur en imputer de plus grave. Mais je suis un grand criminel à leurs yeux. Je le sais. Mon crime est d'avoir voulu maintenir la Constitution qu'ils ont voulu détruire, d'avoir voulu soutenir les droits qu'elle m'accordait, d'avoir voulu m'opposer à tous les moyens employés pour la renverser. Enfin, d'avoir défendu les droits du trône et de la monarchie. Voilà mes crimes.
Mais il est un tort plus réel dont je suis coupable et que je me reproche, c'est de n'avoir pas usé de la plénitude du pouvoir que la nation m'avait confié, de ne lui avoir pas dénoncé les manœuvres de ses mandataires, de n'avoir pas invoqué son assistance pour en prévenir ou arrêter les suites, et de n'avoir pas, par ces mesures, empêché le renversement de la monarchie et la ruine inévitable de la France. Mais ce que je n'ai pas fait, ce que je ne puis plus faire, la nation le peut. Je tenais d'elle mes pouvoirs, elle a le droit de les exercer. Je vais passer maintenant à la discussion de mes moyens. Ma cause n'étant pas dans la chasse de celle ordinaire, ne peut se discuter d'après les formes usitées. D'ailleurs, on a violé généralement à mon égard les lois, les formes, les usages et le mépris scandaleux qu'on en a fait dans cette importante circonstance me force à m'en écarter moi-même. Ainsi, mes moyens se diviseront naturellement en moyens politiques et en moyens judiciaires. Et c'est sous ce double point de vue que je vais en établir la discussion. Discussion, moyens politiques. La nation et le roi, comme son seul représentant, sont nécessairement indivisibles. Par suite du lien qui les unit, tout ce qui peut intéresser le trône et le monarque doit également intéresser la nation. Et c'est sur ce point de vue que la nation a plus d'intérêt encore que moi-même au procès que l'on m'intente et qu'en dernière analyse, je démontrais n'être qu'un crime de lèse-nation au premier chef. Maintenant, d'après les principes que je viens d'établir, suis-je ou ne suis-je pas le roi des Français ? Car de cette question dépendent les conséquences qui doivent dériver du principe si j'invoque la constitution usagère, connue sous le nom de loi salique. J'y vois que d'après cette loi, j'étais roi par droit de naissance et par celui du succession au trône de mâle en mâle. Si je consulte la nouvelle constitution, j'y lis d'abord à l'article 4 du titre 3 que le gouvernement français est monarchique. Je lis ensuite au chapitre 2 du même titre, article 1er, que la royauté est indivisible et déléguée héréditairement de mâle en mâle par ordre de primogéniture. J'y vois enfin, article 2, que la personne du roi est inviolable et sacrée. Ainsi, par l'une comme par l'autre constitution, je vois que je suis également roi de France. Et je vois en outre que cette disposition est conforme au vœu général des cahiers de tous les bailliages, d'où je conclus que le gouvernement monarchique et la conservation de la dynastie régnante sont la conséquence du vœu général et libre de la nation. La couronne m'a donc été conservée d'abord et conférée de nouveau sous la cause expresse de mon inviolabilité personnelle. J'y suis donc bien légitimement souverain de la France et je le suis sous la condition expresse que ma personne sera désormais inviolable et sacrée. À ces conditions, j'ai accepté le trône et de ce moment, un contrat immuable allié la nation au souverain et le souverain à la nation tant que la Constitution subsistera, car si elle cesse d'exister, je rentre dans l'exercice des premiers droits que m'accordait la loi salique. La nation avait incontestablement le droit de changer et de rectifier sa constitution usagère et d'établir sur des bases désormais invariables la forme du gouvernement qu'elle voulait adopter. Elle s'était, par ses cahiers, expressément déterminée pour le gouvernement monarchique et pour la conservation de la dynastie régnante. Par là même, elle consolidait un contrat lié depuis plus de 13 siècles entre elle et mes ancêtres. C'est donc d'après sa volonté que ses mandataires m'ont déféré la couronne, que je n'ai cependant accepté qu'à la charge de mon inviolabilité, d'après la Constitution. Maintenant, la nation a-t-elle eu l'intention de me tromper ? Je ne puis ni ne dois le supposer. Le contrat qui nous liait était trop sacré pour qu'elle pût penser à l'enfreindre. Aussi, n'ai-je dû l'appréhender ni le prévoir, autrement, je me serais consulté sur le parti que la circonstance aurait exigé de moi. Le trône et l'autorité royale m'ont été délégués sous la cause expresse de mon inviolabilité personnelle, et c'est à cette condition que je les ai acceptés. La nation a-t-elle pu, depuis, y déroger ? A-t-elle pu me tromper ? Non. Dans ces mandataires m'ont également ni pu ni dû le faire. Si je n'avais pas dû compter sur l'inviolabilité la plus sacrée, j'aurais dit à la nation: Français, vous m'avez jusqu'à ce moment honoré de votre confiance. J'ai tout fait pour y répondre. Aujourd'hui, vous m'offrez le trône et des conditions que je ne puis accepter. J'abdique la couronne et remets dans vos mains l'autorité que vous aviez déposée dans les miennes. Mais comme mes descendants n'ont plus de droit au trône, rétablissez-moi dans la propriété des biens héréditaires ou acquis que mes prédécesseurs et mes aïeux
dont je suis l'héritier direct, ont réuni au domaine par leur accession au trône. C'est un acte de justice. Par là, je serais rentré dans mes biens, et notamment dans la possession du royaume de Navarre. J'aurais dit alors aux braves Béarnais, aux amis, aux concitoyens de l'immortel Henri: je suis l'héritier et le représentant de votre plus illustre souverain et de votre meilleur ami, de celui dont vous avez désiré conserver l'hospice natal et de celui dont la mémoire vous sera toujours précieuse. En tâchant d'imiter ses vertus, je désire mériter votre confiance et votre attachement. Je suis votre roi par droit de naissance et ne veux recevoir le sceptre que de vos mains. S'ils avaient refusé de me reconnaître, j'aurais passé le reste de mes jours dans une obscurité paisible et ne serait point aujourd'hui sous le glaive d'une faction. Mais je connais la nation française, généreuse et loyale. Voilà son caractère. Ses qualités étaient empreintes dans ses cahiers. Elle était incapable d'y déroger si ses mandataires ne l'eussent pas trompée sans cesse depuis l'ouverture des États généraux. Mais s'ils l'ont trompée, s'ils ont abusé de ses pouvoirs, s'ils les ont outrepassés, que deviennent les bases de ce qui existe aujourd'hui? C'est ce que je vais examiner. Les États généraux ont créé l'Assemblée nationale, celle-ci la législative et cette dernière la Convention. Mais si toutes ces créations successives ne sont que des superfétations et des monstruosités, quelles seront les suites de ces procréations éphémères? C'est ce que les principes vont encore décider. La première question qui se présente est de savoir ce que devaient être en 1789 les États généraux. Quel était l'objet de leur mission? Quel était leur devoir? Les États généraux étaient la réunion d'un nombre de citoyens élus par les différents ordres de la nation, chargés de ses pouvoirs et convoqués par le souverain, pour aviser avec lui aux moyens de réformer les lois et pour prendre toutes les mesures capables de ramener l'ordre et d'opérer la prospérité publique. C'est dans ces principes que j'avais convoqué les États, que la nation y avait envoyé ses députés et qu'elle avait rédigé ses cahiers et les pouvoirs dont elle les avait chargés. D'après ces mêmes principes, la mission des députés était donc impérativement de se concerter avec moi sur tous les objets de législation et de réforme, d'après leurs cahiers et leurs pouvoirs. Leur devoir était d'examiner tous les plans que j'avais à leur soumettre, de me fournir leurs observations et d'arrêter avec moi le parti définitif à prendre sur chaque objet, en se conformant néanmoins à leurs cahiers ou d'après la majorité des opinions. Qu'ont fait au contraire les députés de la nation? Ils se sont constitués d'eux-mêmes contre la teneur expresse de leur pouvoir, autorité souveraine, supérieure au roi, sous le titre d'Assemblée nationale. Et de ce moment, ils ont mis à l'écart la teneur de tous les cahiers pour exercer la plénitude de leur prétendue souveraineté. Ils se sont empressés de poser les fondements d'une constitution par laquelle ils puissent corroborer l'usurpation du pouvoir souverain. J'y vois en effet, titre 3, article 2, des pouvoirs publics, que les représentants de la nation sont le corps législatif et le roi, de sorte que, par cette expression astucieuse, ils ont d'abord mis les États généraux à la place du souverain et le souverain à la place des États généraux, en m'accordant seulement la seconde place ou la vice-royauté. Mais par cette coupable interversion de l'ordre naturel et légal des choses, ils ont nécessairement sapé la monarchie par ses fondements. Or, je le demande à la nation, en envoyant ses députés aux États, a-t-elle entendu se nommer 1200 rois ou 1200 mandataires? Mais pour répondre à cette demande, je n'ai qu'à lire les cahiers. Du moment de leur usurpation, ces mandataires ont agi en souverain. En effet, au lieu d'arrêter les délibérations, ils ont rendu des décrets. Au lieu de recevoir de moi les lois pour les examiner, de me présenter ensuite leurs observations et définitivement de les sanctionner, ils se sont permis de faire les lois sans me consulter et de les soumettre à ma sanction, en ne me laissant que le droit de la refuser pendant un temps limité. Mais ensuite, ils ont trouvé plus simple de forcer ma volonté par des moyens violents, et c'est ce qu'ils n'ont cessé de faire. Le vœu des cahiers et l'intérêt de la nation exigeaient la périodicité des États généraux à terme fixe, mais l'Assemblée, s'étant constituée souverain, n'a pas cru devoir laisser de lacunes dans l'exercice de son pouvoir. En conséquence, elle s'est déclarée permanente contre le vœu formel de la nation. Et ce vœu même prouve qu'elle entendait avoir des mandataires et non des représentants. C'est néanmoins en vertu du pouvoir suprême qu'il s'était attribué que ces mandataires infidèles ont désorganisé le royaume et l'administration dans toutes leurs parties. Mais pouvaient-ils, devaient-ils excéder leur pouvoir et violer leur mandat?
C'est la seconde question qui se présente. Pour la résoudre, il ne faut encore que consulter les cahiers des bailliages et on y verra que les mandats étaient impératifs sur tous les chefs. Conséquemment, les mandataires ne pouvaient absolument s'en écarter. Autrement, il leur fallait une ampliation de pouvoir. Autrement, tout ce qu'ils décrétaient contre le vœu national était nul ou ne pouvait acquérir force de loi que par la sanction libre et légale de la nation. Sanction qui devait être donnée dans la même forme que les mandats. Or, l'Assemblée constituante n'ayant point reçu d'ampliation de pouvoir, ni obtenu de sanction légale de ses décrets, il en résulte qu'à l'égard de la nation, ces mêmes décrets sont nuls et ne peuvent être obligatoirement contre elle. En juin 1791, l'Assemblée s'est permis de me suspendre de mes fonctions à mon retour de Varennes. Et dans cette circonstance, elle s'est constituée supérieure à moi-même en se permettant l'acte de la plus haute souveraineté. Mais quel pouvoir avait-elle de l'exercer? Si elle n'en a pas eu, elle a commis le crime de lèse-nation, le plus évident, puisqu'elle a violé la souveraineté de la nation dans la personne de son seul représentant. Or, il est constant qu'elle n'avait de pouvoir ni spécial, ni implicite de me destituer. Donc, elle s'est rendue coupable envers la nation. La troisième question qui se présente est de savoir si les députés à l'Assemblée des États ont pu attaquer dans son essence le gouvernement et le pouvoir monarchique. Pour répondre à cette question, il me suffira de consulter encore les cahiers et d'en extraire ce qui est relatif à cette question. Or, je lis dans les cahiers du clergé: le gouvernement français est purement monarchique, la personne du roi est sacrée et inviolable. Nous ne prêterons jamais à ce qui tiendrait à altérer la forme de ce gouvernement. Que tous les principes qui jusqu'ici ont servi de fondement à la Constitution française soient maintenus et conservés. Que par conséquent, il ne soit introduit aucune innovation qui tende à détruire ou altérer l'essence d'un gouvernement monarchiste tel que le nôtre. Que l'autorité royale soit conservée et maintenue dans toute sa plénitude selon la loi. Que la nation conserve inviolablement la forme de son gouvernement qu'elle reconnaît et veut être une pure monarchie réglée par les lois. Que la nation conserve inviolablement et sans qu'il n'y soit rien changé l'ordre de la succession de la couronne, lequel elle veut être toujours tel qu'il subsiste dans l'auguste maison régnante depuis Hugues Capet, sans que la monarchie puisse jamais être démembrée ni partagée. Renouveler l'adhésion solennelle de tous les Français à la Constitution monarchique, travailler une charte qui renferme invariablement les droits de tous, par là raffermir à jamais l'autorité du roi et celle de la nation. On confirmera l'ancienne constitution monarchique. Je lis dans ceux de la noblesse: le chef d'une grande nation doit être revêtu de grands pouvoirs, parce qu'il faut une puissance de force motrice pour mettre en mouvement une machine aussi compliquée et une grande autorité coactive pour empêcher qu'aucun sujet, qu'une partie même de la nation, dans des moments de crise, ne s'élève au-dessus de la loi. Un roi n'ayant d'autre intérêt que celui du bonheur de son peuple et de la prospérité de l'État, ses fautes doivent être imputées au perfide conseil des agents subalternes qu'il a forcé d'employer. Eux seuls doivent donc être responsables des attentats qui se sont que trop souvent revêtus du nom sacré du roi. La royauté est un privilège, le plus grand de ceux que la nation peut conférer dans l'État monarchique. Le pouvoir souverain étant l'exercice de la volonté générale, il ne peut être restreint, limité, ni communiqué. Les États généraux n'étant pas la nation, ne jouissent pas de la plénitude de la souveraineté. Ils ne peuvent donc, de leur seule autorité, remplacer la monarchie par quelques autres institutions telles que l'aristocratie ou la démocratie. La constitution de l'Empire français est telle que son gouvernement est et doit rester monarchique, que la couronne est héréditaire, que cette succession est dévolue de droit et sans partage à l'aîné de la ligne masculine la plus proche dans les familles régnantes, car This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. lui seul appartient le droit de régir et gouverner l'État sous le titre de roi, avec la plénitude des pouvoirs exécutifs. La France est un gouvernement purement monarchique et le roi souverain, chef et seigneur des Français, n'est subordonné qu'à la loi fondamentale du royaume. Le premier devoir des sujets étant de reconnaître et confirmer l'autorité du roi. Le député requérera compose cette même base des délibérations qu'il est seul législateur dans l'ordre civil et de police, centre de réunion
magistrat suprême en ce qui réside le point de décision. Indivisible entre les mains du roi, l'autorité lui est confiée pour conserver et garantir à chaque individu ses droits et propriétés sans aucune atteinte. Le roi est seul revêtu du pouvoir exécutif, limité néanmoins par les lois constitutionnelles et fondamentales du royaume. Il est parallèlement revêtu seul du pouvoir exécutif qu'il tient des mains de la nation, et il violerait son serment s'il en abusait. Que la personne du roi soit déclarée sacrée et inviolable, et quiconque osera porter atteinte à ses droits par écrit, parole ou autrement sera déclaré coupable du crime de lèse-majesté nationale et comme tel puni des peines les plus sévères. Enfin, je lis dans les cahiers du tiers-État qu'il soit reconnu que le gouvernement monarchique est le seul admissible en France, que la couronne est héréditaire de mal en mal dans la maison régnante, que la personne du roi est toujours sacrée et sa sûreté inviolable, la succession au trône français de mal en mal étant reconnue et confirmée par une délibération expresse, le serment solennel de maintenir Louis XVI dans tous ses droits sera renouvelé. Dans le roi, seul comme chef de la nation, réside le pouvoir de gouverner suivant les lois. La loi est l'expression de la volonté générale de la nation, sanctionnée par la volonté du roi, ou l'expression de la volonté royale, approuvée et consentie par la volonté générale de la nation. La puissance législative appartient à la nation assemblée en états généraux, conjointement avec le roi. Nulle loi, s'il n'a été porté, avoué et consenti par la nation, ne peut la lier de quelque nature que soit cette loi. Tels sont français les vœux généraux, uniformes et libres que renferment vos cahiers et qui sont formellement le vœu de la nation. Telle a été la teneur de vos mandats, tels ont été les pouvoirs de vos mandataires. Ils sont précis, textuels, impératifs. Maintenant, s'ils sont conformés, c'est la question qui dérive de ce que je viens d'exposer. Or, il est évident que vos députés n'ont pu dénaturer vos mandats ni les enfreindre. Et c'est cependant ce qu'ils ont fait en réduisant l'autorité royale à la nullité la plus caractérisée, tellement que votre souverain n'est plus ce que vous vouliez qu'il fût et qu'il n'est plus sous le titre avilissant de fonctionnaire que le premier commis de vos mandataires. Or, si par la Constitution qui devait asseoir les bases inébranlables d'un gouvernement purement monarchique, l'on a détruit l'essence même de ce gouvernement. Vos mandataires sont nécessairement coupables du crime de lèse-nation, puisqu'ils ont transgressé vos ordres et leurs pouvoirs. Dès lors, l'acte constitutionnel est nul, puisqu'il est vicieux dans son principe et que toutes ses conséquences sont infectées du même vice. Mais si la Constitution est nulle, tout ce qui en dérive ne peut subsister. En vain voudrait-on vous objecter que l'acceptation par moi consentie de la Constitution lui a donné force de loi. Je répondrai avec les cahiers du tiers-État que nulle loi, si elle n'a été portée, avouée et consentie par la nation, ne peut la lier de quelque nature que soit la loi. Mon assentiment ne suffisait pas, il était soumis au vôtre. Mon acceptation n'avait pour objet que de ramener la paix intérieure et de faciliter l'examen de l'acceptation libre de la nation. Mais cet acte important n'a été soumis ni à vos observations, ni à votre sanction. Un décret a ordonné le serment pur et simple d'acceptation et d'exécution. Et de ce moment, vos mandataires sont devenus vos tyrans. Mais ils ne peuvent exciper de leur tyrannie contre vous, et la nation trompée est un mineur qui se peut relever en tout temps. Mais si la Constitution est nulle, la permanence de l'Assemblée nationale et la création d'une législature immédiate n'ont pu ni dû avoir lieu. Et tous les actes de cette législature sont infectés de la même nullité, parce que tout ce qui possède d'un principe vicieux ne peut opérer de conséquences régulières. Maintenant, abstraction faite de cette nullité positive, quelle a été la conduite de la législature? Son unique soin et sa marche constante ont été de miner de plus en plus le trône, d'arracher jusqu'à la dernière pierre de l'édifice monarchique et d'enfoncer le poignard dans le sein de sa propre mère, de la Constitution dont elle avait reçu l'existence et dont l'Assemblée constituante avait confié le dépôt à la fidélité de ses successeurs. Mais avant de juger la conduite de la législature, la question naturelle qui se présente est de savoir quels étaient ses mandats et ses pouvoirs. Et la surprise sera grande, sans doute en disant qu'elle n'en avait aucun. Mais alors, quelle était donc sa mission? Car il ne peut exister de mandataire sans la préexistence d'un mandat, à moins qu'on ne dise que la permanence de l'Assemblée a dû faire supposer aussi
la permanence des mandats et des pouvoirs. Mais si l'on admet cette supposition, la seconde question sera de savoir si les nouveaux mandataires ont exécuté, rempli les anciens mandats et si même ils se sont conformés aux principes constitutionnels établis par les premiers mandataires. Pour décider cette question, il suffira de rappeler leur conduite. Or, ils ont sur tous les points et par tous leurs décrets aggravé l'inobservation et le mépris des mandats impératifs donnés à leurs prédécesseurs. Et la preuve, c'est que contre les dispositions précises des cahiers, contre les dispositions textuelles de la Constitution, qui était une loi impérative et absolue pour eux, ils ont osé proposer ma destitution, me constituer prisonnier, non seulement au préjudice de mon inviolabilité comme roi, mais encore au préjudice de l'article 7 de la Déclaration des droits. Comme hommes, ils ont même osé suspendre l'exercice des pouvoirs que j'avais reçus de la nation contre le vœu général exprimé dans ces mandats. C'est au préjudice de l'article 3 du titre 7 de la Constitution dont ils tenaient leur existence et qui leur a défendu de proposer la réforme d'aucun article constitutionnel. Ils ont convoqué, d'après cette même Constitution, une assemblée de révision sous le titre de Convention nationale. C'est qu'au préjudice ou au mépris de l'article 4 du même titre, qui exclut les membres de la législature, qui a demandé la réforme de la Constitution, de pouvoir être élus à l'assemblée de révision. Environ 200 membres ont été réélus et siègent dans cette assemblée. C'est enfin au préjudice de l'article 7 de la deuxième section du titre 3, ils ont abrogé les conditions d'éligibilité impérieusement consacrées par la Constitution et qu'ils ont admis indirectement aux assemblées primaires convoquées pour la nomination des députés les citoyens actifs et non actifs, ceux éligibles et non éligibles, les Français et les étrangers, et que par cette subversion de principe, ils n'ont eu pour objet que d'avoir des députés à leur bienséance et de la volonté desquels ils puissent disposer à leur gré. Mais si les membres de la législature ont transgressé la teneur des cahiers et des mandats, s'ils ont enfreint les lois établies par la Constitution, s'ils se sont écartés des principes qu'elle leur avait consacrés, il résulte que toutes leurs opérations sont infectées d'un vice nouveau de nullité, indépendamment de celles dont l'Assemblée législative était personnellement frappée. Et il en résulte, en dernière analyse, que d'après cette infraction caractérisée, les membres sont encore individuellement et collectivement coupables du crime de lèse-nation au premier chef. Maintenant, si l'Assemblée nationale, si la Constitution, si la permanence de l'Assemblée, si la législature était nulle, nécessairement l'Assemblée de révision ou convention nationale doit l'être, d'après les principes précédemment déduits. Mais encore l'abstraction faite de cette nullité bien positive, quelle a été la conduite de la Convention nationale depuis l'ouverture de la session. La question est encore de savoir quels étaient ses mandats, ses pouvoirs et sa mission. Et l'on verra sans doute avec une surprise bien étonnante qu'elle n'avait ni mandat ni pouvoir quant à sa mission. Elle était déterminée par l'article 8 de l'acte constitutionnel, c'était de réformer la Constitution. Peut-être vous dira-t-on que ces nouveaux mandataires avaient des pouvoirs illimités, mais des pouvoirs de cette nature sont nuls, par cela même qu'ils n'expriment aucune mission, et que tout mandataire doit avoir au moins une mission précise, sauf à étendre ou restreindre les pouvoirs relatifs à son mandat. À défaut de nouveaux mandats, il faut donc encore supposer que les pouvoirs et les mandats contenus au cahier de 1789 sont permanents comme l'Assemblée et que les nouveaux mandataires y sont astreints comme les anciens dans ce cas. Il faut examiner la conduite qu'ils ont tenue depuis l'ouverture de leur section. S'ils ont rempli le vœu des cahiers, la teneur des mandats, s'ils se sont en outre conformés aux dispositions de l'acte constitutionnel, car ils ont dû le faire jusqu'à sa révision. Pour décider de ce point essentiel, il faut observer avant tout qu'au terme de l'article 5 du titre 7, l'Assemblée de révision doit être composée de 249 membres de plus que la législature, que ces 249 membres doivent être élus par un procès-verbal séparé après que la nomination des membres du corps législatif aura été déterminée. Il faut observer aussi que les membres de l'Assemblée de révision doivent, au terme de l'article 7 du même titre, prêter le serment individuel et de se borner à statuer sur les objets qui lui auront été soumis par le vœu uniforme des 3 législatures précédentes, de maintenir au surplus de tous leurs pouvoirs la constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 90 et 91, et d'être en tout fidèle à la nation, à la loi
et au roi. Il faut observer enfin qu'au terme de l'article du même titre, l'Assemblée de révision doit s'occuper sans délai des objets soumis à son examen et qu'aussitôt après ce travail terminé, les 249 membres nommés en augmentation se retireront sans pouvoir prendre part en aucun cas aux actes législatifs. Maintenant, la Convention convoquée comme Assemblée de révision, car elle ne l'a pas été comme législature, puisqu'elle s'est proposée pour objet de réformer la Constitution. La Convention, dis-je, n'est pas organisée dans les principes fixés par l'acte constitutionnel dont elle en tire cependant son essence. Et dans sa composition, elle est un monstre amphibie qui n'est ni législature ni assemblée de révision. Ensuite, le premier usage ou le premier abus qu'elle a fait de son autorité, dès sa première séance, a été d'abolir la royauté, conséquemment la monarchie, et de constituer la France en république au mépris et contre la disposition précise de l'article 6 du titre 3 et de l'article 5 du chapitre 11 du même titre de la Constitution. Le second abus a été de porter contre moi un acte d'accusation au mépris de l'article 2 du même chapitre qui décrète l'inviolabilité de ma personne. Le troisième abus a été de se constituer juge de cette accusation, au mépris de l'article 5 de la 4e section du titre 3, qui porte que l'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celle de représentant de la nation pendant toute la durée de la législature. Le quatrième abus a été de n'avoir observé jusqu'à présent dans l'instruction du procès qu'elle m'a intenté aucune des formes ni de l'ancien ni du nouveau code, et d'avoir formellement méprisé toutes les lois, tous les usages et toutes les règles, et notamment d'avoir dérogé sur tous les points à la Constitution qu'elle avait juré de garder et qui subsiste encore en son entier. Enfin, le dernier et le plus monstrueux de tous a été de se déclarer mon accusatrice, ma partie et mon juge. Mais, outre ces abus multipliés et cette usurpation d'autorité, j'observe que cette assemblée, qui n'a dû être que révisante, ne s'est pas encore occupée de révision et qu'elle n'a cessé, contre le vœu de la Constitution qui subsiste, de participer à tous les actes législatifs. Mais si les membres de l'Assemblée révisante ou conventionnelle n'ont pas été légalement institués, s'ils ont méprisé les cahiers et les mandats, s'ils ont enfreint toutes les lois constitutionnelles, s'ils n'ont point été revêtus de pouvoirs spéciaux et limitatifs, s'ils se sont volontairement écartés de tous les principes, s'ils se sont permis des excès multiples et d'autorité, s'ils ont transgressé toutes les lois tant anciennes que nouvelles pour se livrer à l'arbitraire, et s'ils ont exercé des actes notoirement despotiques, il est constant non seulement que toutes leurs opérations sont infectées d'une nullité radicale, mais que encore ils sont personnellement et individuellement parjure, coupables du crime de haute trahison et de lèse-nation au premier chef, et comme tels, punissables, suivant toute la rigueur des lois. Maintenant, si depuis le 15 juin 1789, tous les actes de pouvoir exercés par les députés aux États généraux sont nuls, si les assemblées nationales, législatives et révisantes ont été nulles dans leur composition et dans leur essence, il en résulte, premièrement, que la nouvelle Constitution française des années 89, 90 et 91 est nulle, comme contraire au vœu général de la nation, et qu'elle l'est dans son principe comme dans ses dispositions. Deuxièmement, que tous les actes émanés par ces trois assemblées sont nuls comme contraires à la disposition textuelle des cahiers qui m'accordaient le concours dans la création de toutes les lois. Troisièmement, que la suspension de mes pouvoirs et de mon autorité décrétée le 10 août 1792 est nulle, vexatoire et criminelle, comme n'étant la suite d'aucune loi jusqu'à présent existante. Quatrièmement, que l'incarcération de ma personne, prononcée par le même décret, est encore nulle, tortionnaire et criminelle, comme contraire au vœu général des cahiers et aux dispositions précises de la nouvelle Constitution qui avait conservé mon inviolabilité. Cinquièmement, que l'abolition de la monarchie et l'établissement de la République sont des actes du despotisme le plus outrageant et nul, comme fait sans pouvoirs spéciaux et positifs. Que ces actes, en outre, sont criminels, comme fait au mépris du vœu national porté par les cahiers et comme contraires aux dispositions textuelles et précises de la Constitution qui faisait la loi de la Convention. Qu'en conséquence, ces actes de pouvoir absolu sont attentatoires au droit et aux vœux de la nation et présentent le crime de lèse-nation le plus formel. Sixièmement, que l'accusation intentée contre moi et le procès qui en est la suite sont des actes du plus horrible despotisme, également contraires aux vœux de la nation et à toutes les lois constitutionnelles, anciennes et modernes du royaume, en un mot, nuls par le fait même, et que ces actes criminels sont dignes de toute la sévérité de la nation. Septièmement,
Enfin, que je suis encore le roi des Français, qu'à mon défaut, mon fils, cet enfant d'une si haute espérance, et que je prends plaisir à élever moi-même, pour le rendre digne de la nation qu'il doit gouverner un jour, sera roi, et que mes descendants ou mes proches, à son défaut, le seront encore, tant que la dynastie subsistera, à moins que la nation parjure à ses serments, à son vœu formel, ne viole à la fois toutes les lois et ne préfère à la loyauté l'opprobre dont elle ne se couvrira à jamais. Oui, c'est ainsi, Français, que je viens de vous en administrer assez de preuves que depuis près de 4 ans, vous avez été successivement trompés par vos différents mandataires et qu'ils ont fait de votre confiance l'abus le plus criminel, soit en ne consultant que leurs intérêts directs, soit en se livrant à l'impétuosité de leurs passions personnelles, soit en obéissant bassement à des passions étrangères. Ma cause étant de sa nature une cause d'État, je pourrais en ce moment me borner aux moyens politiques dont je viens de présenter le développement, mais pour démontrer encore plus, s'il est possible, le despotisme inouï que l'on s'est permis contre moi, je vais exposer les moyens judiciaires et de forme qui résultent naturellement de la marche irrégulière jusqu'à présent observée dans cet incroyable procès. Moyens judiciaires. Le roi. Il est de principe constant chez toutes les nations policées que nul individu n'est au-dessus ni au-dessous des lois. Tout au contraire doivent être dans la loi qui forme la circonscription de tous les devoirs. Ce principe posé, nul ne peut être accusé, jugé, puni que d'après la loi. Ce même principe a plus particulièrement encore été consacré par l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme qui porte que nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites, et que ceux qui sollicitent, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. L'article 8 de la même déclaration porte encore que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Voilà la loi. Voilà ce que mes juges et moi avons juré d'observer et d'exécuter. Je ferai voir dans un moment le cas que l'on a fait de ce serment. Il est encore de principe qu'aucun tribunal ne peut exister qu'il n'ait été légalement institué. J'examinerai au plus bas si les deux principes sacrés que je viens d'établir ont été religieusement observés dans l'instruction du procès qui m'est suscité. Maintenant, voici les principes particuliers établis par le nouveau code criminel en matière d'accusation et de jugement. D'après le décret sur l'organisation des jurés du 2 janvier 1791 et jour suivant, nul procès criminel ne peut être instruit et jugé par un juré d'accusation d'abord, ensuite par un juré de jugement. Et les membres destinés à statuer sur l'accusation ne peuvent statuer sur la peine ni faire l'application de la loi, de sorte que le juré d'accusation ne peut, dans la même affaire, être juré et de jugement. Les actes d'accusation doivent être remis au directeur du juré pour être communiqués par celui-ci au commissaire du roi, avant d'être représentés au tribunal. Et si le commissaire estime qu'il y a lieu, d'après la loi, de recevoir l'accusation, alors elle doit être portée au tribunal pour déclarer qu'il n'y a lieu. Dans ce cas, 8 jurés doivent composer un tribunal et le jugement doit se rendre à la majorité. Lorsque le tribunal a décidé qu'il y a lieu et que le délit est susceptible de peine effective, alors on décerne l'ordonnance de prise de corps contre l'accusé auquel on donne copie de l'accusation. Alors le procès s'instruit par l'interrogatoire de l'accusé, par l'audition des témoins, respectivement produits par l'accusateur et par l'accusé. Cette instruction se fait devant le juré de jugement en présence de l'accusateur public chargé de la poursuite. Et le commissaire du roi, l'accusé a le droit de se choisir un conseil, sinon le président lui en donne un. Le juré de jugement doit être composé de 12 membres. Chaque membre doit jurer d'examiner avec attention les charges, de ne communiquer avec personne qu'après sa déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, ou de se décider, d'après les témoignages et suivant sa conscience et son intime et profonde conviction. Après ce serment, le tribunal doit se séparer du public et des parties et se placer en face de l'accusé et des témoins. Et de ce moment, ils ne peuvent, tant qu'ils restent dans l'auditoire, communiquer avec personne par écrit, parole ou geste. Alors commence l'instruction. On doit lire à l'accusé l'acte d'accusation et les charges ensuite faire entendre les témoins, dont la liste a dû lui être communiquée 24 heures auparavant pour pouvoir fournir ses moyens de récusation. Si les dépositions, l'accusé ou son conseil ont le droit de répondre,
contester ou interpeller. Il peut ensuite faire entendre ses témoins, il peut les faire affronter et confronter tous, les faire entendre de nouveau et fournir ses défenses par lui ou son conseil sur le tout. Les jurés se retirent ensuite dans leur chambre sans pouvoir communiquer avec personne. Ils ne doivent prononcer que sur l'accusation et s'il y a délit et conviction, 3 voix suffisent pour faire déclarer que le délit n'est pas constant, que l'accusé n'est pas convaincu ou qu'il y a lieu de l'excuser. Par conséquent, il faut la majorité de 10 voix sur 12 ou des 5/6. Les opinions suivant leur nature sont déterminées par des boules blanches ou noires. Ensuite de quoi, le président du juré du jugement prononce le résultat des opinions sur l'existence du fait et sans désemparer, le tribunal prononce l'application de la peine ou la décharge de l'accusé. Lorsque le jugement de condamnation est prononcé à l'accusé, il est suscité pendant 3 jours à son exécution pour lui donner le temps de se pouvoir en cassation. S'il y a lieu, les requêtes ne peuvent être admises que sur la violation des formes prescrites et la demande ne peut être jugée qu'un mois révolu après la présentation de la requête afin de donner au condamné le temps de fournir ses moyens. Le juré de jugement étant composé de 12 membres, l'accusé peut les récuser dans les 24 heures et successivement jusqu'à nombre de 20, sans en déduire les causes. Il peut même ensuite en récuser davantage, mais il doit en exposer les motifs et les tribunaux jugent de leur validité. Tels sont les principes et les règles en matière criminelle d'après l'établissement des jurés. Quant au code pénal, il ne renferme aucun article concernant les rois qui seraient accusés, par la raison qu'ils sont inviolables. Ils ne peuvent être poursuivis, mais la Constitution, titre 3, section 1, article 5, déclare que si le roi, à son avènement au trône et 1 mois après l'invitation du corps législatif, refuse de prêter le serment, il sera censé avoir abdiqué. Article 6, que si le roi se met à la tête d'une armée, s'il en dirige la force contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué. Article 7, que si étant sorti du royaume, il n'y rentrait pas sur l'invitation du corps législatif et dans le délai fixé, il est censé avoir abdiqué. Enfin, article 8, qu'après l'abdication expresse ou légale du roi, il rentre dans la classe des citoyens et qu'il peut être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication. Mais le code pénal porte 11e partie, section 2, article 1er, que tous les complots et attentats contre la personne du roi ou du régent ou de l'héritier présomptif du trône seront punis de mort. Article 2, que toute conspiration et complot contre l'exercice de l'autorité légitime seront punis de mort. Section 3, article 7, que toute conspiration ou attentat ayant pour objet d'intervenir l'ordre de la succession du trône seront punis de mort. Section 4, article 7, que tous les membres de la législature qui sera convaincu d'avoir moyennement argent, présent ou promesse trafiqué de son opinion sera puni de mort. Et à plus forte raison, les suborneurs. Telles sont les bases précises des dispositions de l'ordre judiciaire criminel du Code pénal et de la Constitution applicables à la cause que je vais discuter. Maintenant, quels sont mes accusateurs? La Convention? Quel est le tribunal institué pour me juger? La Convention? Quels sont les juges que doivent prononcer? Encore la Convention, d'où il résulte que la Convention est à la fois accusatrice, partie et juge. Mais pour constater l'irrégularité de ces 3 qualités incohérentes, de qui la Convention a-t-elle reçu le pouvoir de m'accuser? De personne. Par qui a-t-elle été instituée tribunal? Par personne. Enfin, qui lui a conféré le droit de me juger? Personne. Cependant, la Convention m'accuse au nom du peuple français. Elle en a donc le pouvoir spécial? Non. Elle est donc autorisée par la Constitution de s'ériger en tribunal? Non. Elle a donc le droit et l'autorité nécessaire de me juger? Eh bien non. Comment et par quel renversement incroyable de principe ai-je donc à repousser une accusation qui n'existe pas, à me défendre devant un tribunal qui ne peut exister, et à répondre à des juges à qui la loi défend de l'être? Mais en un seul mot résout l'énigme, c'est la force qui lutte contre la loi. Maintenant, je fais pour un instant abstraction de mon inviolabilité qui répond à tout, et je suppose qu'il fut possible de m'accuser. La Convention aurait dû dresser l'acte d'accusation, le communiquer avec les pièces à la nation par le ministère des départements et demander que chacun d'eux, d'après le résultat des opinions prises par les assemblées primaires, nommât un ou plusieurs membres pour composer un tribunal qui pût me juger, mais pouvait-elle se charger à la fois
d'héros de l'accusateur, de juré d'accusation et de juré de jugement. Ces trois qualités étant absolument inconciliables, et c'est cependant ce qu'elle a fait au mépris de la Constitution qui lui interdisait la cumulation du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Elle a cru pouvoir m'accuser et me juger. Mais avant tout, étais-je accusable? Non, puisque j'étais inviolable. Était-je jugeable? Non, puisque je n'étais pas accusable. Elle ne pouvait donc ni m'accuser, ni me juger. Mais a-t-on dit dans les discussions, la royauté est abolie, comme si le roi avait abdiqué, donc il est accusable, et s'il l'est, donc il est jugeable? Mais c'est une pure pétition de principe. En effet, la royauté est abolie par qui? Par la nation? Non. Sur ses pouvoirs? Non. Elle l'est par un décret d'acclamation sans examen de la question et sans discussion préalable. Décret qui exigeait la sanction libre et individuelle de chaque Français, comme faisant partie intégrante de la nation. Cette sanction n'a point eu lieu. Non, la royauté n'est pas abolie, car la nation seule pouvait avoir droit de le faire. Et encore, n'en userait-elle pas, d'après les différentes constitutions du royaume qui ont été irrévocablement fixées, le gouvernement monarchique. Mais supposons encore pour un moment que la royauté fût légalement abolie. Quel serait l'état des choses? Avant son abolition, j'étais inviolable. Depuis son abolition, je suis prisonnier. Au premier cas, je ne pourrais être recherché. Au second, je ne pourrais être coupable. Quoi qu'il en soit, on m'accuse, on me suppose des délits, mais ces délits doivent-ils être caractérisés par une loi quelconque et la même loi doit y appliquer la peine? Or, où est cette loi? Mes juges sont forcés de convenir qu'il n'en existe pas, mais ils se croient en droit d'en créer une contre la disposition d'une loi existante, qui exige impérieusement que toute loi pénale soit antérieure au délit. C'est donc une loi d'exception qu'on veut établir contre moi, mais la loi n'admet encore aucun genre d'exception. Maintenant, je reviens à la question principale. Ai-je commis ou non les délits que l'on m'impute? À cet égard, je puis répondre affirmativement non. Si je les ai commis, où sont les preuves? Où sont les témoins? Mais non seulement ils ne sont point prouvés, c'est encore, ils sont improbables. On m'oppose des papiers, des mémoires, des lettres. Ces pièces m'ont été communiquées. Elles sont imprimées mais non publiques. Eh bien, Français, que la Convention les publie et jugez-moi. Elle n'en fera rien. Mais quelles sont ces pièces? Il n'en existe pas 20 que je connaisse. Et celles-là sont sans conséquence. Quelles sont les autres? D'où viennent-elles? Je l'ignore. On les attribue à des individus que l'on a fait massacrer ou qui ont émigré et qui ne peuvent ni les reconnaître, ni les interpréter, ni les désavouer. Or, de semblables pièces ne peuvent opérer de preuves soit à charge, soit à décharge et doivent être rejetées du procès. D'un autre côté, des pièces telles qu'elles puissent être ne sont point dans le cas de m'être opposé lorsqu'elles ne sont pas de mon fait. Mais ce qui paraîtra plus incroyable, c'est qu'en les supposant toutes légales, pas une seule ne me chargerait des délits que l'on m'impute. Et la plupart viennent au contraire à l'appui de ma justification en montrant la pureté de ma conduite. Maintenant, quels sont les témoins que l'on m'oppose? Aucun. Mais s'il n'existe pas de témoins, où sont les preuves? J'avais, moi, des témoins irréprochables de l'imposture pratiquée contre moi. Une partie a été sacrifiée, l'autre existe encore. Je demande qu'il soit entendu. J'avais des papiers, des preuves écrites, et non suspectes de la pureté de ma conduite, la plupart de ma main, ou véritablement apostillés par moi. Où sont-ils devenus? Où sont toutes les pièces contenues dans mes portefeuilles et mes secrétaires? Qu'on me les représente, et je n'en crains pas la publicité, je la demande encore une fois, que tout soit public, que la nation juge, j'y consens. Je n'opposerai pas même cette fin de non-recevoir que la nation serait dans ce cas jugée partie. La nation est juste, la nation n'a point de passion, la nation ne peut épouser celle de personne, la nation ne peut trafiquer de son opinion, qu'elle me juge, et je souscris d'avance à son jugement. Quant à la Convention, qu'elle m'accuse, qu'elle prouve, j'y consens aussi, mais je m'oppose à ce qu'elle juge parce qu'elle n'en a ni le droit ni le pouvoir. Plusieurs de ses membres l'ont dit eux-mêmes dans la discussion, et l'un d'eux a dit: la nation n'attend pas que vous vous érigiez en tribunal, que vous annuliez tous les pouvoirs. La nation vous demandera compte de cet abus de l'autorité qu'elle vous a confié. L'Europe émettra son opinion sur votre conduite encore quelques jours, et la postérité qui ne connaît ni l'esprit de parti, ni les viles passions, vous jugera. Plus bas, il ajoute: si la nation eût été consultée sur le tribunal qu'elle voulait instituer, vous auriez été les seuls qu'elle n'eût dû
ni voulu nommer. Mais si cette incompétence existe, comme c'est mon avis, croyez-vous qu'un décret rendu pour vous-même ou par vous ait pu vous rendre compétent? Je suis là, pour ma part, de la portion de tyrannie que j'exerce, et je soupire après le jour où la Convention rentrera dans la ligne qui lui est tracée et abandonnera à des juges compétents la connaissance de ce procès. Malgré la certitude de ces principes, la Convention, par un décret du 4 décembre dernier, s'est constituée mon juge. Et voici la série des questions qu'elle a posées par son décret du 14 janvier du présent mois, d'après lesquelles elle se propose de juger. Voilà ce que vous dites, hein, messieurs. Louis est-il coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté générale de l'État? Le décret à rendre sur le sort de Louis sera-t-il soumis à la sanction du peuple? Quelle peine lui sera-t-il infligée? Telle est la base de l'édifice élevé contre moi. Mais avant d'établir ces questions et du pouvoir statuer, il fallait d'abord se conformer à la Constitution qui interdit aux législatures la cumulation des pouvoirs législatifs et judiciaires. Or, en s'y conformant, la Convention ne peut me juger, et je lui oppose ce moyen d'incompétence invincible dans lequel je me renferme. Ensuite, il fallait se conformer aux dispositions du Code criminel, qui exige que le jugement de tous délit, un juré d'accusation et un juré de jugement. Or, en s'y conformant, la Convention ne peut cumuler ces deux qualités, et je lui oppose encore son incompétence légale. Il fallait se conformer aux mêmes dispositions qui autorisent, de la part de l'accusé, la récusation des témoins et des membres du jury. Or, d'après ces dispositions, j'ai le droit de récuser. Premièrement, un nombre de membres proportionnel à leur qualité sans en déduire les motifs. Deuxièmement, un nombre indéfini en déduisant et faisant juger les causes. Or, j'entends user du bénéfice de la loi et je récuse. Premièrement, la Convention entière comme incompétente. Deuxièmement, les membres de la législature réélus en ce qu'ils ne peuvent siéger à la Convention. Troisièmement, ceux qui ont dressé et rédigé l'acte d'accusation comme ne pouvant être juges. Quatrièmement, enfin, tous ceux qui auront composé le juré d'accusation comme ne pouvant être jurés de jugement. Il fallait enfin se conformer aux dispositions non abrogées de l'ordonnance de 1667, titre 24, des récusations et qui, entre autres, exclut du jugement quiconque a sollicité, recommandé ou ouvert son avis hors de la visitation du jugement. Et en conséquence de cette loi, je récuse. Premièrement, tous ceux qui ont ouvert leurs opinions avant l'instruction et le jugement. Deuxièmement, tous les juges qui sont parents entre eux au degré prohibé. Troisièmement, tous ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés. Quatrièmement, nommément le juge d'Orléans, tant comme parent que comme coupable de lèse-nation et de lèse-majesté au premier chef et préjugé sur ces deux crimes par l'article 1er de la 2e section et par l'article 7 de la 3e section de la 11e partie du Code pénal. D'après ce qui précède, je déclare à la nation entière en général et à la Convention en particulier que je proteste de nullité du décret du 21 septembre dernier portant suppression de la monarchie et ma destitution comme n'étant autorisée ni sanctionnée par la nation, que je proteste également de nullité de l'accusation intentée contre moi, premièrement comme contraire aux dispositions précises de la Constitution, deuxièmement comme contraire aux dispositions du Code pénal, que je proteste de la même nullité contre le décret du 4 décembre, par laquelle la Convention s'est érigée en tribunal judiciaire, comme contraire aux dispositions de la Constitution qui interdit aux membres des législatures la cumulation des pouvoirs, que je proteste aussi de nullité du décret du 14 janvier du présent mois. Premièrement, comme contraire à la Constitution. Deuxièmement, comme cumulant pour être décidé par un même tribunal la question du fait, celle de la peine et celle de l'appel, contre le vœu formel du Code criminel. Enfin, je proteste de nullité, d'illégalité, d'abus de pouvoir, de mépris des formes, d'oubli des lois, de tyrannie et de despotisme formel contre tout jugement qui pourrait être rendu contre moi par la Convention nationale. Et d'avance, j'interjecte appel du tout à la nation française, mon seul juge légal, le seul que je puisse, que je doive et que je veuille reconnaître. Appel et moyens. Au moment où ma défense est terminée, qu'elle est prête à paraître, j'apprends qu'un décret du 15 de ce mois me déclare convaincu d'attentat contre la liberté et de conspiration contre la sûreté de l'État.
J'apprends aussi qu'un second décret du même jour déclare que le jugement à intervenir sur l'accusation portée contre moi ne sera pas soumis à la sanction du peuple. J'apprends enfin que dans cet état, on va procéder au jugement. Mais dans l'incertitude d'une décision sur laquelle je ne puis pressentir rien de favorable, et d'après le décret qui enlève à la nation le droit de statuer sur le jugement à intervenir, je crois devoir interjecter moi-même appel à la nation et charger mes défenseurs de porter à la Convention cet acte de ma volonté conçu en ces termes. Voilà ce que je vous écris. Je dois à mon honneur, je dois à ma famille, de ne pas souscrire à un jugement qui m'inculpe d'un crime que je ne puis me reprocher. En conséquence, je déclare que j'interjecte appel à la nation elle-même du jugement de ses représentants et je charge par ses présentes, la fidélité de mes défenseurs de faire connaître à la Convention nationale cet appel par tous les moyens qui sont en leur pouvoir et de leur demander qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal de ces séances. Fait à Paris le 16 janvier 1793, Louis, cette lettre est bien sûr archivée aux archives nationales. Mes défenseurs de retour, j'apprends que je suis jugé, que je suis condamné, que l'Assemblée a décrété que mon appel était nul, comme contraire aux droits du peuple et à la représentation nationale, et qu'il ne reste plus qu'à statuer sur la question d'un sursis à l'exécution. J'apprends enfin, pour comble de douleur, que d'Orléans, je m'arrête, ce n'est pas un Bourbon. Tel est ô Français l'incertitude et l'horreur de ma position, mais si la faction a pu être imperturbable dans le crime, je dois à bien plus forte raison l'être dans la vertu. Je ne suis pas encore le plus malheureux. Ceux qui m'ont jugé, ceux qui me liront, le seront bien davantage. Mes moments sont comptés. À peine peut-être aurai-je le temps d'exposer mes moyens d'appel. Je vois ralentir ma douleur pour hâter ma défense. Mes moyens, quoique étendus, quoique nombreux, si j'avais le temps de les discuter, se réduisent à 2, qui renferment tous les autres. Mépris des formes, inobservation des lois. Premier moyen que j'expose, mépris des formes, c'est archivé aux archives nationales. Voilà ce qu'écrit le roi par rapport à cela. D'après l'établissement des jurés, il fallait, pour procéder à mon jugement, suivant la loi, former un juré d'accusation et un juré de jugement. Il fallait, lors de l'instruction, produire des témoins, entendre des miens, me produire des preuves et m'admettre à fournir les miennes, procéder aux reconnaissances et vérifications d'écriture, accorder loyalement à mes défenseurs la communication de toutes les pièces, le temps de rechercher les miennes, et surtout dans une affaire aussi importante, aussi considérable, le temps nécessaire à ma défense. Enfin, il fallait recevoir mes moyens de récusation, me juger dans le secret et aux 2/3 des voix, et m'admettre au bénéfice de la cassation. Telles étaient les formes prescrites par la loi. Au lieu de cela, mes juges se sont institués eux-mêmes accusateurs, jurés d'accusation, jurés de jugement. Je n'ai pu voir, ni discuter, ni fournir des pièces, je n'ai pu produire de témoins, ni jouir du droit de récusation. Je n'ai eu que 10 jours pour fournir une défense qui nécessiterait plus de 3 mois de recherche pour acquérir les preuves en ma faveur, après s'être constitué juge de mon accusation, après avoir statué sur le fait, la Convention aggravant encore l'usurpation de pouvoir s'est constituée juge souverain. Enfin, j'ai été jugé publiquement à la majorité des voix seulement et sans appel, le tout avec une indécence, une partialité aussi contraire à l'humanité qu'à toutes les lois. Alors, j'avais pris une note de cela et j'avais fait une note. On apprendra, pas sans surprise, que dès le jeudi 17 janvier, avant le jugement de Louis, sa fosse était déjà préparée. Le lendemain matin, un député dont le civisme a depuis été récompensé par l'honneur du fauteuil à la Convention fit venir l'exécuteur de la justice et lui dit en présence d'un autre député de son bord « Eh bien, aimes-tu toujours le roi ?» « Oui, répond l'exécuteur. « Puisque tu l'aimes toujours, reprit le député, je te promets sa tête pour lundi, tu peux te tenir prêt. »« Je n'en crois rien, dit l'exécuteur, puisque rien n'est décidé. »« Tu peux cependant y compter, mon ami, répliqua le député, qui sur cet événement affreux plaisantait avec son collègue et alors qu'un autre ricanait derrière. On peut être sûr de la vérité de cette anecdote que j'ai vue aux archives, d'après les écrits et les archives de l'Assemblée de la Convention de cette époque, et nous sommes le 17 janvier, le roi est exécuté le 21. Je ferme la parenthèse sur cet aparté. Alors, il résulte quoi de cela ?
toutes les formes impérieusement prescrites par la loi même. Alors les lois ont été méprisées, violées, outragées à l'égard du roi, et que par une barbarie dont il n'est point exemple, je suis, comme le dit-il, en ce moment, le seul homme qui ne puisse invoquer le secours et l'autorité de la loi. Second moyen, inobservation des lois. Et je conclurai avec ce second moyen, cet immense, ce superbe et ce majestueux appel à la nation de Louis XVI. Inobservation des lois, second moyen. Voilà ce que dit le roi. Je viens de démontrer à quel point on a poussé le mépris des formes et l'infraction absolue de la loi sur l'établissement des jurés. Il me reste à démontrer l'inobservation des lois qui caractérise la conduite de mes juges. D'après la Constitution, j'étais inviolable. D'après elle, je ne pouvais être accusé ni poursuivi, mais seulement destitué dans les cas prévus par la loi. D'après elle, la législature ne pouvait se constituer juge parce qu'elle ne pouvait cumuler le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. D'après le code pénal, tout complot contre ma personne ou contre l'ordre de la succession au trône était punissable de mort. Cependant, au mépris de ces lois précises, la Convention s'est constituée en tribunal pour m'accuser et me juger. Elle a usurpé le pouvoir national pour anéantir et la monarchie et la dynastie régnante. Elle m'a condamné sans motiver l'espèce et la nature des délits. Elle a prononcé contre moi la peine qu'aucune loi ne m'avait imposée. En un mot, l'inobservation de toutes les lois a été poussée à son comble et le despotisme le plus inouï a triomphé de tous les obstacles. Tels seraient dans l'ordre judiciaire mes moyens de cassation. Tels sont en ce moment mes moyens d'appel. Je m'abstiens de tout développement ultérieur. D'après l'abus terrible de pouvoir dont je suis aujourd'hui l'étonnante victime, qui de vous, Français, pourra désormais compter sur l'autorité de la loi? Qui de vous osera se promettre de conserver ses jours et ses propriétés? Qui de vous pourra se reposer sur le sentiment de sa conscience, sur la pureté de sa conduite et sur la certitude de sa vertu? La barrière des lois, une fois rompue, pour moi, l'est pour tous, puisque tous les pouvoirs sont confondus, anéantis, qu'il n'existe plus de loi que celle du plus fort. Rappelez-vous ce qu'est le général Monk, duc d'Albemarle, restaurateur du trône d'Angleterre, disait au Grand Conseil dans sa harangue contre le vieux Parlement après la mort de Cromwell. Nous n'avons recueilli jusqu'à présent de cette indépendance honteuse et scandaleuse que la haine générale, non seulement des chrétiens, mais des barbares même qui nous envahissent. Ils nous considèrent comme un peuple sans roi, sans foi, sans loi, sans honneur, sans crédit, sans paix, sans république, sans royaume, et pour tout vous dire, en un mot, sans Dieu et sans religion. Telle était la position de l'Angleterre, jugée maintenant par la vôtre. Pour moi, tel que soit mon sort, mon innocence me soutiendra jusqu'au bout. Mes intentions dernières seront connues. S'il faut périr, je suis prêt jusqu'au dernier moment. Français, je serai digne de vous, digne de moi, digne de la postérité. Si je meurs, mes derniers soupirs seront pour vous. Mon sang sera pour vous. Je me remets dans vos mains et je confie à la loyauté française le sort de mon fils et du reste de ma famille. Si je meurs, ma consolation sera dans l'espoir que vous accorderez quelques regrets à ma mémoire et quelques larmes à ma cendre. Paris, 19 janvier 1793, signé Louis. Il fera, après son testament, ça sera donc ce que je viens de vous lire, son avant-dernière lettre et apostillée de la main du roi. Eh bien, voilà que se termine maintenant cet appel à la nation de Louis XVI. J'espère que cela vous aura été utile. Je vous conseille de l'écouter et de vous transfigurer à l'époque que nous vivons, bien que je ne veux pas rendre ce texte apocryphe. Je ne veux pas que ce texte du XVIIIe siècle ait quelque chose à voir, ou pour moi il en a beaucoup, mais disons de pouvoir imaginer ce que la chute de Louis et du roi nous a fait nation et nous a fait république et le résultat de celle-ci. C'est pour ça que quand j'avais fait cet exposé, quand j'avais fait ces conférences, j'avais insisté pour lire l'avant-dernière lettre du roi et ce qu'il disait de la restauration monarchique en Angleterre et ce qu'avait résulté
la dictature républicaine de Cromwell. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Histoire de France. C'était Appel à la nation de Louis XVI, 7e partie. Louis XVI a été pendant la période sanglante de la Révolution, victime d'une machination organisée contre lui par la République. La famille royale Marie-Antoinette, le petit Louis XVII qui a vécu l'horreur et qui est devenu orphelin, les Français qui soutenaient son roi ont également été les victimes de la Révolution. Le roi a été manipulé, trahi, il se n'est pas rendu compte à temps de ce qu'il se tramait dans son dos. Humaniste et voulant préserver le sang des Français, il n'a jamais voulu envoyer son armée mettre fin à la Révolution afin d'épargner son peuple d'une mort certaine. Il a payé de sa vie son amour pour la France et pour ses peuples. Nous espérons que le récit sur l'appel à la nation partie 7 vous aura plu et vous aura apporté des réponses sur le roi. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, l'appel à la nation partie 8.